Bonjour, cette vidéo illustre le quatrième chapitre d'un MOOC sur les bases du traitement du signal. Je vais m'intéresser ici à l'analyse des signaux aléatoires. Vous avez accès à l'intégralité des documents de cours, mais aussi travaux dirigés et TP sur calculateur numérique associé, sur la plateforme de formation qui est partenaire de cet enseignement. J'indique en commentaire les liens pour vous renseigner. Les différents points que je vais aborder au cours de cette vidéo sont dans un premier temps la définition d'une variable aléatoire et d'un signal aléatoire, puis comment on peut caractériser ces signaux. Je m'intéresserai par la suite à une distribution fréquente, la loi gaussienne ou encore dite normale. Ensuite, je m'intéresserai à un questionnement sur les signaux. Est-ce que ce sont des signaux aléatoires stationnaires ou ergodiques? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment on fait pour définir s'ils sont effectivement stationnaires ou ergodiques? Je continuerai avec l'analyse spectrale des signaux. Je distinguerai différentes catégories de bruit et je m'intéresserai après à comment on fait pour quantifier un bruit, notamment lorsqu'on est dans un laboratoire. Si je reprends la classification phénoménologique abordée au cours du premier chapitre classification des signaux, j'y avais distingué deux grandes catégories de signaux, les signaux dits déterministes et les signaux aléatoires. Au cours de la deuxième vidéo et donc du deuxième chapitre, analyse des signaux périodiques, j'avais présenté la décomposition en série de Fourier de ces signaux. Et puis, au cours du troisième document, je m'étais intéressé à la transformée de Fourier qui était l'outil utile pour pouvoir caractériser la richesse fréquentielle des autres catégories de signaux. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser aux signaux aléatoires en distinguant notamment les signaux stationnaires et les signaux non stationnaires. Qu'est-ce qu'un signal aléatoire? Eh bien, un signal aléatoire est un signal dont on ne peut pas prédire la valeur, c'est-à-dire l'amplitude, au cours du temps. Cela englobe notamment les bruits, par exemple le bruit électronique, qui est dû à l'agitation thermique des électrons. On peut également citer d'autres causes de bruit, les causes de bruit externes, d'origine artificielle liées à l'activité humaine, ou des bruits d'origine naturelle liés aux conditions climatiques. Mais il y a aussi des signaux aléatoires qui sont utiles car porteurs d'une information comme les signaux de parole ou encore les images. À la nuance que les images sont porteurs d'une information qui n'évolue pas au cours du temps mais selon des dimensions spatiales en X et en Y. Les signaux aléatoires sont le cœur même de l'intérêt du traitement du signal car soit ils correspondent à des bruits qu'il va falloir caractériser pour ensuite les éliminer, soit ils sont porteurs d'une information variable utile à entendre ou à voir. Si je reviens sur les signaux déterministes qu'on a vus précédemment, eh bien, ces signaux présentent moins d'intérêt, puisque, en fait, connus et exprimés mathématiquement, on peut prédire leur valeur à tout instant. Comment caractériser ces signaux aléatoires? Eh bien, on va définir dans un premier temps ce qu'est un signal aléatoire. On va commencer par une variable aléatoire. Une variable aléatoire, souvent notée VA, est le résultat ne pouvant pas être prévu d'une expérience, qui est soit un phénomène physique, soit un processus aléatoire. C'est par exemple le lancer d'un dé. Un signal aléatoire, que je noterai tout au long de ce document x de t, correspond, lui, à l'enregistrement temporel d'une variable aléatoire. C'est par exemple ici l'enregistrement d'un bruit électronique au cours du temps. Et qu'est-ce qu'un processus aléatoire? Eh bien, si je considère une expérience, je vais effectuer un enregistrement que je vais noter xi, qui va représenter cet enregistrement, une seule réalisation des développements possibles. Et cette réalisation, je vais pouvoir la répéter infiniment au cours du temps. On appelle processus aléatoire l'ensemble des enregistrements xi de t qui décrivent le phénomène physique ou le processus aléatoire. Et en réalité, pour avoir une connaissance complète du phénomène, il faudrait, en théorie, enregistrer toutes les réalisations possibles. Parmi les variables aléatoires, on distingue les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Une variable aléatoire est dite discrète si elle prend un nombre fini de valeurs. Ces valeurs sont alors appelées événements. C'est le cas simple du lancer d'un dé. Lorsque je lance un dé, il y a 6 événements possibles, 6 valeurs possibles, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Une variable aléatoire continue peut quant à elle prendre une infinité de valeurs. C'est le cas notamment de cet enregistrement d'un bruit électronique. Un bruit électronique qui évolue ici entre environ 0 volts et 2 volts. Et entre 0 et 2 volts, j'ai une infinité de possibilités de valeurs de tension. Et puisqu'on ne peut pas prédire, déterminer à l'avance ce que va être la valeur du signal à un instant donné,
ou encore quelle va être la valeur du tirage d'un dé, on va caractériser ces signaux par une analyse statistique. Pour illustrer ce type de démarche, je vais m'intéresser à un cas connu par tous, le tirage d'un dé. Donc ici, j'ai écrit un programme qui va répéter le lancer d'un dé. Ici apparaît le nombre de tirages et ici, dans un histogramme, sont recensés le nombre de fois où la valeur de chaque face apparaît. Ce que j'observe, c'est qu'au fur et à mesure des tirages, les décomptes pour chaque face sont quasi équivalents. On va caractériser une variable aléatoire par la probabilité qu'elle soit égale à une valeur donnée. Alors, pour une variable aléatoire discrète, c'est relativement simple. Si je reprends l'exemple du lancer de dés, eh bien, on avait donc 6 événements possibles. On peut définir qu'on avait ici une équiprobabilité. Et la probabilité pour que le lancer de dés puisse aboutir à la face égale à 1 est d'environ 16,7%. Pour la phase 2, 16,7% également. Et pour toutes les autres faces, également 16,7%. L'ensemble faisant égal 100%. Et qu'en est-il pour une variable aléatoire continue? Eh bien pour ces variables-là, puisque le nombre de possibilités est infini, la notion de probabilité d'apparition d'une valeur précise n'a pas de sens. En effet, si je m'intéresse à un instant particulier, date t égale t0, eh bien, quelle est la probabilité pour que le signal x à cet instant-là soit par exemple égal à 0,2184? Eh bien, statistiquement, en fait, on a une très faible chance pour que cette valeur soit obtenue à cet instant particulier. Aussi, on ne caractérisera pas ces variables aléatoires continues par leur probabilité, mais par d'autres caractéristiques, la fonction de répartition et la densité de probabilité. On définit la fonction de répartition de la variable aléatoire, grand X, qui peut être discrète ou continue, en fonction des valeurs possibles U que peut prendre la variable aléatoire. Cette fonction de répartition est notée fx de U et est égale à la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à U. Si je reprends l'expérience précédente qui correspond au tirage d'un dé, eh bien la fonction de répartition à l'allure en marche d'escalier suivante. Ici, sur l'axe des abscisses sont indiquées les différentes valeurs possibles associées à ce tirage, donc compris entre 1 et 6. Alors maintenant, voyons comment se construit cette allure de fonction de répartition. Quelle est la probabilité pour que le lancer de dés me permette d'obtenir une valeur qui soit strictement inférieure à 1? Bien, il n'y a absolument aucune chance. Aussi, la fonction de répartition en 1 est-elle égale à 0%? Maintenant, quelle est la probabilité pour que le tirage permette d'obtenir une valeur qui soit strictement inférieure à 2? Eh bien, une valeur strictement inférieure à 2, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est un tirage égal à 1. La probabilité est donc égale à 16,7%. On peut poursuivre. Quelle est la probabilité que le tirage soit strictement inférieur à 3? Eh bien, strictement inférieur à 3, ça signifie qu'il y a deux possibilités. Soit le tirage vaut 1, soit le tirage vaut 2. Aussi, la fonction de répartition est égale à 33,4%. Et on peut construire ainsi de suite la fonction de répartition. Et très logiquement, on aboutira que la probabilité que la valeur du tirage soit strictement inférieure à 7 et à toute autre grandeur supérieure à 7 d'ailleurs, est égale à 100%. On retiendra que la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète a une allure en marche d'escalier. Cette fonction de répartition est soit constante, soit croissante, mais elle n'est jamais décroissante. On retiendra également que la probabilité que le signal soit inférieur à une valeur infiniment négative est égale à 0. Et enfin, que la probabilité que le signal soit inférieur à une valeur infiniment positive est égale à 100%. Pour une variable aléatoire continue, la fonction de répartition est l'interpolation lissée de la figure précédente. Donc on retrouve une allure de fonction de répartition qui est soit croissante, soit constante, mais jamais décroissante. On retrouve également que la probabilité que le signal soit inférieur à une valeur infiniment négative est égale à 0%, et que la probabilité que le signal soit inférieur à une valeur infiniment positive est égale à 100%. Si on résume, la fonction de répartition est une fonction non décroissante et comprise entre 0 et 1, ou entre 0% et 100%.
la fonction de répartition en moins l'infini est égale à 0%, la fonction de répartition en plus l'infini est égale à 100%. Enfin, pour déterminer la probabilité que la valeur du signal soit comprise entre deux valeurs, U0 et U1, il suffira de calculer la différence des fonctions de répartition aux valeurs U1 et U0. En plus de la fonction de répartition, on caractérise une variable aléatoire par sa densité de probabilité. On appelle densité de probabilité d'une variable aléatoire, grand X, discrète ou continue, donc deux fonctions de répartition fx de u, la fonction pxu qui est égale à la dérivée de cette fonction de répartition. Avant de visualiser les densités de probabilité de variables aléatoires, on va anticiper les propriétés de cette densité de probabilité à partir de sa définition. Si on intègre la densité de probabilité de moins l'infini à plus l'infini, bien le résultat est égal à 1, c'est-à-dire 100%. Pourquoi? Eh bien, puisque cette densité de probabilité est la dérivée de la fonction de répartition est la primitive de cette densité de probabilité, et donc cette intégrale est égale à la différence de la fonction de répartition aux bandes d'intégration, donc fx de plus l'infini moins fx de moins l'infini. Fx de plus l'infini, on a vu que c'était égal à 1, fx de moins l'infini, c'est égal à 0, donc on retrouve bien le résultat égal à 1. La probabilité que la variable aléatoire x soit strictement inférieure à u0 peut être déterminée à partir de la fonction de répartition fx en u0, ou alors en calculant l'intégrale de moins l'infini à u0 de la densité de probabilité. De la même façon, si l'on cherche à déterminer la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre deux valeurs, la valeur u0 et la valeur u1, eh bien, soit on fait la différence des fonctions de répartition aux valeurs u1 et u0, soit on intègre la densité de probabilité sur l'intervalle u0-u1. Pour une variable aléatoire discrète, la densité de probabilité est composée d'impulsions de Dirac définies aux valeurs que peuvent prendre le signal discret. Nous l'avions vu d'ailleurs précédemment avec le tirage d'un dé, avec cette singularité ici que pour ce process apparaissait une équiprobabilité des tirages. Pour une variable aléatoire continue, la densité de probabilité est également continue, avec cette propriété toujours que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette densité de probabilité, c'est-à-dire en fait l'air ici en orange, est égale à 1. Pour les signaux réels d'origine physique, une densité de probabilité régit fréquemment les variables aléatoires continues. C'est la loi gaussienne, également appelée la loi normale. Ici, l'expression de la densité de probabilité d'une loi gaussienne centrée sur la valeur moyenne m. On notera dans cette expression l'apparition de termes, donc la valeur moyenne notée petit m, mais également deux grandeurs, une ici qui s'appelle l'écart type, notée sigma x, et une autre ici, la variance notée sigma x carré. L'allure de cette densité de loi gaussienne est en forme de cloche et elle est symétrique centrée sur la valeur notée m. Ici, une animation que j'ai programmée pour illustrer le sens des notions de valeur moyenne, variance et écart type. Je considère la génération d'un bruit d'origine physique dont je peux modifier ici la valeur moyenne et ici l'écart type comme défini dans l'expression de la densité de probabilité. À droite est représenté l'histogramme, c'est-à-dire en fait ici la densité de probabilité du signal. On peut regarder l'incidence de la modification de la valeur moyenne. En modifiant la valeur moyenne, je translate la densité de probabilité. C'est normal puisque cette densité de probabilité est centrée sur la valeur moyenne du signal. Et en modifiant l'écart type, j'observe un élargissement ou un rétrécissement de cette densité de probabilité. La variance, notée sigma x carré, correspond à la puissance des fluctuations aléatoires autour de la valeur moyenne. On peut donc le considérer comme un indicateur de dispersion. De la même façon, l'écart type que je suis en train de régler est également un indicateur de dispersion autour de la valeur moyenne, mais cette fois-ci exprimé dans les mêmes unités que le signal. Alors faisons maintenant le point sur l'expression de la densité de probabilité et les différents éléments qui la composent. Le terme petit m correspond à la valeur moyenne pour cette loi gaussienne, valeur moyenne du signal x de t. Le terme sigma x carré est appelé variance du signal
est égale à la puissance des fluctuations aléatoires autour de cette valeur moyenne. Elle est définie comme étant égale à la valeur moyenne du carré, donc il s'agit bien d'une puissance du signal x de t auquel on a soustrait la valeur moyenne. C'est bien donc les fluctuations aléatoires dont on cherche à déterminer ici la puissance. Et enfin, le dernier élément, l'écart type, correspond à la racine de cette puissance ou encore la valeur efficace des fluctuations aléatoires. Lorsqu'on calcule la puissance grand P du signal aléatoire qui est régi par cette loi gaussienne, on montre que cette puissance est égale à la somme de m carré, donc puissance de la composante continue du signal, plus sigma x carré, la puissance des fluctuations aléatoires de ce signal autour de la valeur moyenne. Alors on vient de décrire la loi gaussienne, je vous ai indiqué au départ que c'était une distribution qui était la plus fréquente, mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi fréquente? Eh bien c'est le théorème de la limite centrale qui va permettre de répondre à cette question. La formulation de ce théorème est la suivante: la distribution statistique de la somme de n variables aléatoires indépendantes, régie par la même loi, tend vers la loi gaussienne quand ce nombre de variables aléatoires tend vers l'infini. Alors, premier point, qu'est-ce que sont des variables aléatoires indépendantes? Eh bien, ce sont des variables qui n'ont aucun lien entre elles. Par exemple, lorsque je lance plusieurs dés, la valeur obtenue par un dé est totalement indépendante de la valeur d'un autre dé. On va voir ici un petit programme qui va permettre d'illustrer ce théorème de la limite centrale. Alors ici, un programme qui ressemble à celui que j'ai montré tout à l'heure, mais tout à l'heure c'était pour le lancer d'un seul dé. Ici, je m'intéressais au lancer simultané de 6 dés. C'est un tirage que je vais répéter des milliers de fois. Le nombre de tirages apparaît là encore à droite de l'écran. Si je fais la somme des valeurs obtenues par chacun des dés, eh bien cette somme va être comprise entre 6, qui correspond au cas où tous les dés ont une valeur égale à 1, jusqu'à 36, le cas où tous les dés tombent sur une face égale à 6. Eh bien, ce que j'observe, c'est qu'en dépit du fait que la densité de probabilité de chaque dé, de chaque tirage associé à un dé était une loi uniforme, eh bien, la densité de probabilité de ce tirage est définie, quant à elle, une loi de type gaussienne. Voilà donc qui peut illustrer ce théorème de la limite centrale. Donc nous l'avions vu tout à l'heure, le tirage d'un dé exécuté des milliers de fois permettait d'aboutir à une équiprobabilité des différentes valeurs possibles. En revanche, si l'on effectue le tirage de 6 dés, par exemple ici le cas d'un tirage exécuté 8000 fois, à ce moment-là, la densité de probabilité tend vers une loi gaussienne. C'est ce théorème de la limite centrale qui explique pourquoi les bruits d'origine physique sont si fréquemment gaussiens. Mais tous les signaux aléatoires ne sont pas régis par une loi gaussienne. Pour l'ensemble des signaux aléatoires, on va se poser deux types de questions. Est-ce que les signaux aléatoires sont stationnaires et est-ce qu'ils sont ergodiques? Alors, je vais décrire un petit peu ce qu'il en est de ces deux caractéristiques, mais avant, je vais définir ce que sont les moments statistiques d'un signal. Les moments d'un signal aléatoire x de t correspondent à ses valeurs moyennes statistiques. Ces moments sont caractérisés par leur ordre, noté k, qui est un entier supérieur ou égal à 1, et font intervenir la densité de probabilité du signal aléatoire x de t. Ainsi, le moment d'ordre k du signal aléatoire x de t est noté mu x, exposant k, est égal à l'espérance mathématique du signal x élevé à la puissance k. Cette espérance mathématique étant égale à, ici, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit du signal x élevé à la puissance k fois la densité de probabilité du signal. L'espérance mathématique est un opérateur linéaire, c'est-à-dire que l'espérance mathématique de la somme de variables aléatoires est égale à la somme des espérances mathématiques de ces variables aléatoires. L'espérance mathématique du produit d'une variable aléatoire par une constante est égale à la constante fois l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Ici, il s'agit de la définition générale des moments du signal x, mais nous, on va s'intéresser plus particulièrement au moment d'ordre 1 du signal x de t, qui est noté mu x exposant 1, et donc qui est l'espérance mathématique du signal x de t, et également le moment d'ordre 2 du signal, noté mu x carré, qui est égal à l'espérance mathématique du signal x de t élevé au carré. Enfin,
on dénomme variance d'un signal aléatoire, et qu'on notera sigma x au carré, l'espérance de la variable aléatoire à laquelle on a soustrait l'espérance mathématique. Enfin, on notera sigma x carré, la variance d'un signal aléatoire, qui va être définie comme le carré de l'espérance mathématique de la variable aléatoire à laquelle on a soustrait sa propre espérance mathématique. Cette variance peut également être définie comme la différence du moment d'ordre 2 du signal moins le carré du moment d'ordre 1 du signal. Qu'est-ce qu'un signal aléatoire stationnaire? Eh bien, un processus aléatoire est stationnaire si ses propriétés statistiques, c'est-à-dire les moments de la variable aléatoire engendrée par le processus, sont indépendantes du temps. En pratique, on va se limiter souvent aux moments statistiques d'ordre 1 et 2. Pour illustrer cette notion de stationnarité d'un processus aléatoire, je vais m'intéresser ici à 3 enregistrements d'un même processus et je vais me poser la question, ce processus est-il stationnaire? Eh bien, on vient de le définir, un processus est stationnaire si les moments statistiques de la variable aléatoire engendrés sont indépendants du temps. Donc ici, ça signifie que pour n'importe quelle date t que je considère, eh bien, si je m'intéresse au moment d'ordre 1 et d'ordre 2, la valeur moyenne des signaux des enregistrements est la même, ce qui est a priori le cas ici, et également l'écart type est le même, ce qui est a priori le cas ici. Donc je peux considérer que le processus aléatoire générant les 3 enregistrements x1, x2 et x3 est ici stationnaire. Alors à quoi ressemblerait un processus non stationnaire? Ça pourrait ressembler à ça par exemple, avec une valeur moyenne qui fluctue en fonction des enregistrements. Mais on pourrait également avoir un processus non stationnaire qui est lié à un écart type qui pourrait varier en fonction des enregistrements et en fonction du temps. Et maintenant, qu'est-ce qu'un signal aléatoire dit ergodique? Eh bien, un processus ergodique est un processus pour lequel les statistiques peuvent être approchées par l'étude d'une seule et unique réalisation si elle est suffisamment longue. Pour savoir si un processus est ergodique, il faut déterminer si on peut confondre les moments statistiques avec les moments temporels. En pratique, pour cela, on se limitera généralement, là encore, aux moments statistiques d'ordre 1 et 2. Et donc, on cherchera à voir si le moment statistique d'ordre 1, donc qui correspond à l'espérance mathématique du signal, est égal à la valeur moyenne du signal au cours du temps, et si l'espérance mathématique du carré du signal est égale à la valeur moyenne du signal élevé au carré, c'est-à-dire la puissance du signal. Cette notion d'ergodicité est importante parce que le fait que les moyennes temporelles soient identiques aux moyennes statistiques, ça permet de connaître entièrement la statistique d'un processus à partir d'une seule et unique réalisation. Dès lors qu'un signal aléatoire est stationnaire et ergodique, eh bien, on peut interpréter physiquement les différents moments statistiques que l'on a définis ensemble, comme eh bien, le moment statistique d'ordre 1 qui correspond à l'espérance mathématique va correspondre également à la valeur moyenne, c'est-à-dire la composante continue du signal. Le carré de l'espérance mathématique du signal correspond à la puissance de la composante continue de ce signal. L'espérance mathématique du carré du signal correspond à la puissance totale du signal. Enfin, pour ces signaux stationnaires ergodiques, sigma x carré correspond à la puissance des fluctuations autour de la valeur moyenne. Et on retrouve donc une relation qu'on avait déjà vue ensemble, à savoir que la puissance totale du signal, donc l'espérance mathématique du carré de la variable x, est égale à la somme de la puissance de la composante continue plus la puissance des fluctuations. On peut également caractériser des signaux aléatoires par leur contenu fréquentiel par l'intermédiaire d'une analyse spectrale. Alors nous avions vu au cours du 3e chapitre l'analyse des signaux non périodiques, la définition de la densité spectrale de puissance de signaux. Donc la densité spectrale de puissance qui était notée DSP représente la répartition de la puissance d'un signal suivant les fréquences. Ainsi, à une évolution temporelle d'une grandeur, par exemple ici une tension exprimée en volts, on associe une densité spectrale de puissance définie selon les valeurs de la fréquence contenue dans le signal. Et si le signal X est une tension en volts, à ce moment-là, la densité spectrale de puissance s'exprime en volts carrés par Hertz.
Cette notion de densité spectrale de puissance va permettre de caractériser les signaux aléatoires gaussiens, stationnaires et ergodiques, par exemple les bruits électroniques. Nous avions vu également au cours du chapitre précédent le théorème de Wiener-Khinchin, à savoir que cette densité spectrale de puissance peut être définie comme la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation du signal. Donc cette densité spectrale de puissance, on la trouve écrite dans la littérature sous la forme Rxx de f ou encore Sx de f. Donc je le répète, hein, si la variable aléatoire x de t est une tension, à ce moment-là, cette densité spectrale de puissance s'exprime en vol carré par Hertz. Nous avions également vu que la puissance totale du signal grand P pouvait être définie comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette densité spectrale de puissance. Et enfin que la puissance du signal sur une plage de fréquence donnée, par exemple entre F1 et F2, peut être définie comme la somme des intégrales de la densité spectrale de puissance de moins F2 à moins F1 et de F1 à F2. Et puisque le signal est symétrique, le signal densité spectrale de puissance est symétrique, peut donc être défini comme 2 fois la surface, ici, définie par la densité entre F1 et F2. Et d'ailleurs, comment un analyseur de spectre affiche-t-il la densité spectrale d'un signal? Eh bien, un analyseur de spectre estime la densité spectrale de puissance d'un signal. Et il y a plusieurs algorithmes pour pouvoir aboutir à ce résultat. Je vais en présenter un, c'est l'analyse spectrale par balayage. Le principe est le suivant, donc si on a un signal x de t dont on souhaite connaître l'évolution de la densité spectrale en fonction de la fréquence, eh bien ce signal, on va le filtrer selon un filtre passe-bande centré sur la fréquence f0 et de bande passante delta f. En filtrant ce signal, en réalité, on va considérer uniquement une partie de la densité spectrale de puissance de ce signal. Si cette partie, on l'élève au carré et on le moyenne, à ce moment-là, on a une estimation de la puissance du signal à la fréquence f0 étant égale à peu près 2 fois la densité spectrale de puissance fois la largeur de la bande passante du filtre. Alors, si je m'intéresse maintenant au bruit électronique, eh bien, on pourra distinguer plusieurs catégories selon leur richesse fréquentielle. On va commencer par les bruits à bande infinie ou pour laquelle la densité spectrale est constante quelle que soit la valeur de la fréquence. Eh bien, ces bruits-là sont appelés bruits blancs. On a également des bruits dits à bande limitée pour lesquels la densité spectrale est contenue dans une bande de fréquence et cette densité spectrale est alors constante. Et enfin, les bruits colorés pour lesquels toutes les fréquences sont présentes mais avec des amplitudes variables. Alors il reste un dernier point à voir pour ce chapitre, c'est comment on peut quantifier un bruit avec le matériel dont on dispose dans les différentes salles de laboratoire. Eh bien, pour quantifier un bruit, on a plusieurs solutions. La première, elle va être de définir la tension de bruit. Donc, si je considère un bruit, ce bruit est caractérisé par une puissance de ses fluctuations, mais donc par une valeur efficace, que je vais noter B efficace, définie comme étant égale à la racine de la variance, c'est-à-dire égale à l'écart type. Donc il en résulte que pour ces signaux aléatoires, la valeur efficace, ou RMS du signal, s'identifie à l'écart type. Ainsi, pour cet exemple, si on mesure que la valeur de la tension de bruit crête à crête BCC est à peu près égale à 1,6 volts, eh bien, on en déduit que la valeur efficace du bruit est égale à 1,6 divisé par 6, soit 0,27 volts. Enfin, on caractérise l'importance du bruit qui affecte un signal par le rapport signal à bruit défini en décibels comme étant égal à 10 fois le logarithme base 10 de la puissance du signal sur la puissance du bruit ou encore 20 fois log de la valeur efficace du signal sur la valeur efficace du bruit. Par exemple, si je cherche à définir le rapport signal à bruit de ce signal sinusoïdal parasité, eh bien, j'estime dans un premier temps la valeur crête à crête de ce signal, donc à peu près égale à 2 volts. Et puisque le signal est sinusoïdal, eh bien, je peux définir sa valeur efficace comme étant égale à sa valeur max, donc 2 divisé par racine de 2. J'obtiens le résultat de 1,41 volts. Et puis, d'un autre côté, je vais mesurer que la tension de bruit crête à crête
est environ égal à 0,3 volts et donc je vais en déduire que la valeur efficace de ce bruit est égale à cette valeur crête à crête divisée par 6, donc 0,05 volts, et donc en déduire que le rapport signal à bruit de ce signal est égal à 20 fois log de 1,41 divisé par 0,05 et donc 29 décibels. Alors qu'avons-nous vu au cours de ce chapitre? Eh bien, nous avons dans un premier temps défini ce qu'était un signal aléatoire avec la notion de bruit électronique mais aussi de signaux aléatoires porteurs d'une information comme la parole. Nous avons vu comment on pouvait caractériser ces signaux par l'intermédiaire d'une fonction de répartition et également d'une densité de probabilité. Je me suis plus particulièrement intéressé à une densité de probabilité de type gaussienne, la plus fréquente, notamment pour les bruits d'origine physique. Ensuite, on a essayé de généraliser en s'intéressant aux signaux stationnaires et ergodiques, puis au contenu fréquentiel des signaux et à la caractérisation spectrale des signaux aléatoires. J'ai également listé quelques catégories de bruit et enfin défini comment on pouvait quantifier un bruit avec le matériel dont on dispose facilement dans les salles de laboratoire. Voilà donc pour ce chapitre qui est complété donc par le document de cours qui est bien plus décrit que cette vidéo, mais également par des travaux dirigés et des travaux pratiques avec des calculateurs numériques. La prochaine vidéo portera sur le filtrage.